Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette 6e année d'hypnologie dans laquelle nous allons à présent aborder la question des processus prédictifs. Processus prédictifs qui sont un ensemble de théories et de modèles proposés par les sciences cognitives modernes qui nous permettent de mieux comprendre comment nous fonctionnons, de comprendre comment fonctionne l'humain. Et puis, puisque nous sommes ici à l'Arche, dans une école d'apprentissage de l'hypnose, les processus prédictifs nous permettent de mieux comprendre les mécanismes qui produisent l'hypnose, et plus important encore, ils nous permettent de mieux décrypter par quels mécanismes les pratiques hypnotiques favorisent et produisent des changements cognitifs et comportementaux. Alors, on va faire 5 conférences sur cette vaste notion des processus prédictifs et on va commencer par regarder en quoi ils nous décrivent que notre cerveau agit comme une véritable machine à prédire. Et tout cela commence par notre relation au monde. Et nous pourrions dire que notre relation au monde est erronée, à minima que notre représentation de notre relation au monde est erronée. En effet, nous avons tendance à nous représenter la relation entre le monde et notre cerveau comme un monde qui serait latent, qui serait présent par lui-même et qui se donnerait à voir tel qu'il est à un cerveau qui le perçoit, et puis le cerveau réagirait au monde qui est perçu. Mais en fait, ce modèle est dépassé, ce modèle est limité, et l'a priori qui en résulte, un a priori de type « le monde existe réellement tel que je le perçois », eh bien cet a priori est lui-même erroné. En effet, les sciences cognitives modernes nous montrent la façon dont notre cerveau participe activement à la perception. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agirait donc d'un modèle dans lequel il y a une rencontre entre notre cerveau qui va faire une action sur ce qui est perçu par nos capteurs sensoriels, et c'est cette rencontre qu'on va appeler perception. Alors, prenons un exemple avec cette image qui, actuellement, est perçue par nos cerveaux. Alors, de quoi s'agit-il ? S'agit-il d'un rocher ? Notre cerveau est-il en train d'interpréter cette image comme étant un rocher ? Si c'est le cas, nous percevons un rocher. Mais notre cerveau aussi pourrait percevoir d'autres choses. Par exemple, s'agit-il d'un droïde ? Et si c'est le cas, alors notre cerveau est en train de percevoir un droïde. Et ici, bien, nous pourrions avoir l'impression de percevoir finalement un droïde en pierre. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, c'est ce que nous allons décrypter. Nous allons montrer comment les sciences cognitives modernes nous indiquent que le cerveau participe activement à la perception. En effet, quand nous voyons cette image, nous avons bien la perception d'un visage. Alors, pour expliquer comment ça a lieu, nous allons décrypter ces fameux processus prédictifs. Mais avant, prenons une illustration générale du phénomène. Alors pour prendre un exemple, regardons ce phénomène. Ici, ce que nous voyons, eh bien non, ce n'est pas un vaisseau spatial qui se déplace dans l'espace avec un X en lumière autour de lui. Non, en fait, ça c'est un film du mouvement apparent du Soleil. Et comme vous pouvez le percevoir, eh bien, ce mouvement apparent du Soleil filmé a été accéléré. Dans notre vie quotidienne, face au mouvement apparent du Soleil dans le ciel, nous déduisons une cause à ce phénomène que nous percevons. Par exemple, nous pouvons en déduire, puisque je vois ce mouvement apparent du Soleil dans le ciel, c'est donc que le Soleil tourne autour de la Terre. Cette explication, cette cause, va s'intégrer à notre modèle interne du monde, à notre représentation de mouvement apparent du Soleil. Ensuite, cette cause, le Soleil tourne autour de la Terre, nous allons l'inférer, c'est-à-dire nous allons la projeter, nous allons l'imaginer, nous allons la surimposer sur le phénomène quand nous percevrons le phénomène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ça veut dire que à partir du moment où nous avons l'idée que le Soleil tourne autour de la Terre parce que nous voyons le mouvement apparent du Soleil dans le ciel, eh bien, quand nous percevons ce mouvement apparent du Soleil dans le ciel, nous y ajoutons ce type de modèle qui est présent dans nos représentations internes. Nous y ajoutons une forme d'idée, une forme de représentation d'un Soleil en train de tourner autour de la Terre. Et cet ajout, c'est ce qu'on appelle une inférence. Nous inférons ce modèle. Mais si d'autres indices arrivaient à nous convaincre progressivement qu'une autre cause pouvait expliquer le phénomène perçu, alors notre modèle interne se modifierait. Par exemple,
si nous faisions ce type d'expérience, si quelque chose nous indiquait qu'il y a un soleil qui est fixe, et que c'est parce que la Terre tourne sur elle-même que nous pourrions expliquer le mouvement apparent du soleil, alors nous intégrerions l'idée, le mouvement apparent du soleil est peut-être dû au fait que, face à un soleil fixe, la Terre tourne sur elle-même. Et nous intégrerions alors ce type de modèle interne, un soleil fixe, une Terre qui tourne sur elle-même, et manifestement un bandeau Shutterstock. Ce que nous venons de voir ici, c'est que face au mouvement apparent du Soleil dans le ciel, il y a deux causes possibles qui sont deux inférences possibles. Mais ces inférences, ce ne sont pas de simples explications. Ces inférences, elles vont modifier notre relation active avec le phénomène perçu. Par exemple, dans le premier cas, la première référence est de type « Puisque je vois le mouvement apparent du Soleil dans le ciel, je suppose que je perçois le Soleil tourner autour de la Terre. » Dans le deuxième cas, la deuxième inférence serait « Puisque je vois le mouvement apparent du Soleil dans le ciel, je suppose que je perçois la Terre tourner sur elle-même face à un Soleil fixe. » Et ça, vous voyez, c'est peut-être moins intuitif, mais c'est une expérience que vous pouvez faire, que vous pouvez vérifier. C'est par exemple une expérience qu'on peut faire face au Soleil levant. On peut avoir l'impression que la Terre est en train de basculer vers l'avant. À l'inverse, face au Soleil couchant, on peut avoir l'impression que la Terre est en train de basculer vers l'arrière. Alors, c'est une expérience subjective que vous pouvez faire. Vous pouvez aller la vérifier par vous-même. Mais si nous avons internalisé la deuxième cause dans notre modèle interne, si à présent dans notre modèle interne, et c'est sûrement le cas pour la plupart d'entre vous, nous avons inféré que la Terre est en rotation sur elle-même et que le Soleil est fixe, alors notre modèle interne possédera ce type de nouvelle représentation. Bien sûr, on sait que le fait que la Terre tourne autour du Soleil n'a rien à voir avec le mouvement apparent du Soleil dans le ciel, c'est le fait que la Terre tourne sur elle-même qui crée ce mouvement. On a à présent ce nouveau type de représentation. Pourtant, à nouveau, on s'est un peu fait avoir. Le fait qu'il y ait un mouvement apparent du Soleil dans le ciel et que la Terre tourne sur elle-même ne prouve en rien que le Soleil est fixe. Mais notre représentation, telle que nous y avons adhéré, nous dit bien que le Soleil est fixe. Alors à nouveau, si quelque chose pouvait nous convaincre qu'il ne serait pas fixe, eh bien ça va changer notre modèle interne. Et en effet, si au lieu d'avoir ce genre de représentation, on s'accoutumait à ce type de représentation, ce sont des représentations valides, système hélicoïdal de l'univers, du moins du système solaire et de la galaxie. Si on adhérait à l'idée que le Soleil est en mouvement, ce qui est bien ce que notre cosmologie moderne nous présente, et que même le Soleil aurait des mouvements assez fous de cette nature-là, si des indices nous disaient en fait le Soleil n'est pas fixe, alors cela changerait notre représentation du phénomène, cela mettrait à jour, cela actualiserait notre modèle interne, et c'est peut-être ce qui se passe là avec ces images pour certains d'entre vous. Alors, pourquoi est-ce qu'on donne cette illustration ? Parce que le cerveau fait des suppositions et des prédictions à partir des données sensibles, à partir de ce qui est capté par nos capteurs sensoriels. Comme là, vous avez eu des données captées par votre capteur visuel, par vos yeux. Mais ces suppositions, ces prédictions, ce ne sont pas des croyances, c'est une participation active à la perception, et c'est ce qui se passe avec ce type d'image, où, en effet, nous avons l'impression de percevoir un visage. En effet, depuis les répertoires de ces types de formes à l'intérieur de notre modèle interne, à l'intérieur du cerveau, notre cerveau calcule une forme probable à partir de tous ces objets. Il calcule une forme probable et il dit « ceci, c'est probablement un visage ». Et là où le cerveau infère un visage, nous, le sujet de l'expérience, eh bien nous percevons réellement un visage. Comment ça se fait ? Eh bien, c'est ce que nous disons depuis le début, parce que nous ne sommes pas un organe passif qui réagit aux perceptions telles qu'elles sont. Le cerveau interagit avec ce qui est capté par les capteurs sensoriels. Il participe activement pour contribuer à la perception d'un visage. Et si cette première image ne vous avait pas convaincu que nous inférons et percevons des visages, peut-être que ces absences de mousse de café dans cette tasse pourront mieux vous expliquer que nous y percevons réellement des visages.
Notre cerveau participe activement à ce que nous appelons la perception via des processus que nous appelons des processus prédictifs. Et peut-être que vous pouvez voir sur cette image, qui est une image en 2 dimensions, que notre cerveau cherche à recréer une image en 3 dimensions. Est-ce que vous percevez la face qui est en bas à gauche à l'avant, ou est-ce que vous percevez la face qui est en haut à droite à l'avant? Eh bien, peut-être même que votre cerveau vous joue des tours et vous propose 2 possibilités de cet objet perçu comme tridimensionnel. Alors, ces fameux processus prédictifs proposés par les sciences cognitives modernes, quels sont-ils? Pour résumer, ce qu'on appelle processus prédictif, c'est une théorie, ce qu'on appelle parfois un modèle, théorie des neurosciences cognitives, dans laquelle le cerveau génère et met constamment à jour un modèle mental de l'environnement, ce qu'on appellerait populairement des représentations de l'environnement. Alors, pour une fois, je vous passe la construction historique du phénomène, ce qui aurait passablement allongé cette vidéo, et je pense que dans la 5e conférence de ce module, eh bien, je pense que nous reviendrons un petit peu sur la façon dont s'est construite cette grande idée. Prenons une vue d'ensemble du phénomène. Alors, on vous a préparé un petit résumé sous forme de schéma de ce phénomène dit processus prédictif. Partons du principe qu'il y a le monde, un ensemble de choses qui peut être perçues par nos capteurs, et qu'il y a nos processus cognitifs. Et gardons bien en tête que dans ce fameux monde, il y a aussi notre corps. En effet, nous percevons ce qui est externe à notre corps, par les oreilles, par les yeux, et puis nous percevons aussi notre corps par notre sens dit interoceptif. Il y a le monde, et nous avons, comme nous l'avons dit avant, un modèle interne du monde. Ce modèle interne, qu'est-ce que c'est ? Ce modèle interne, c'est un ensemble de représentations que nous avons du monde sensible, le monde externe à notre corps, le monde interne à notre corps, un ensemble de représentations qui nous sert de support pour pouvoir percevoir le monde. Et on va développer encore un peu plus cette idée, mais gardons cette idée pour l'instant d'un ensemble de représentations. Et ce modèle interne infère, présuppose, déduit que le monde est de telle manière. Ce que nous appelons inférence, c'est ce que nous déduisons, c'est ce que nous présupposons. En effet, à partir de nos représentations, nous présupposons une origine à nos perceptions. Si ceci est perçu, c'est sûrement qu'il s'agit d'une tasse. Et je vais pouvoir le vérifier. En effet, elle est relativement fonctionnelle. Prenons quelques exemples. J'entends un bruit répétitif au dehors et je vais inférer, on frappe peut-être à la porte. Prenons un deuxième exemple. J'entends un bruit étrange dans ma maison la nuit et je vais inférer, c'est peut-être la présence des fantômes. Prenons encore un autre exemple. Il y a le mouvement perçu du soleil dans le ciel, c'est peut-être qu'il y a la terre sur laquelle je suis qui tourne sur elle-même face à un soleil fixe ou pas fixe finalement. Ici, nous voyons une capacité de notre cerveau à supposer, à interpréter. Notre modèle interne infère, à partir de nos représentations, quelque chose vers le monde. En parallèle de ce processus, nous captons le monde, nous percevons le monde avec nos capteurs sensoriels. Alors vous savez bien sûr que nous avons nos 5 sens, la vue, l'ouïe, etc. Et puis, aujourd'hui, de manière moderne, on sait qu'il y a aussi d'autres sens, comme le sens vestibulaire, celui qui est dans notre oreille interne, qui pilote notre perception de l'équilibre. Nous avons aussi l'interoception, la perception de nos organes, la nociception, la perception de la douleur, etc., etc. À partir de nos capteurs sensoriels, dans nos processus cognitifs, il va y avoir des données sensorielles. On pourrait dire que c'est ce qui est perçu. Par exemple, avec de la préhension, je peux tenir cette tasse et mes capteurs sensoriels me disent il y a quelque chose qui est perçu, il y a des données sensorielles d'un objet tenu dans ma main. Il y a un modèle interne, il y a des données sensorielles, et il va y avoir une rencontre entre notre modèle interne et les données sensorielles. Et ce qui provient de notre modèle interne et qui va rencontrer les données sensorielles, c'est ce qu'on appelle en sciences cognitives un prior. Alors on a gardé ce mot en anglais, ici à l'Arche, on a gardé ce mot en anglais parce que les sciences cognitives francophones ont choisi de ne pas le traduire. Alors on s'inscrit dans cette tradition plutôt que d'imposer une traduction. Le prior, c'est ce que nous anticipons, c'est ce que nous prédisons.
pourrait prendre un exemple, il y a bien quelque chose quand je saisis cette tasse qui prédit que si je la tiens d'une certaine façon, eh bien, elle ne tombe pas. Et que si je ne la tiens pas suffisamment, eh bien, elle va glisser et elle va tomber par terre. Et ce sera la fin de notre bonne vieille tasse à motif de chat. Les priors, c'est ce que nous anticipons, c'est ce que nous prédisons. Et pour montrer ce mouvement temporel, on peut jouer un peu avec les mots, on peut parler d'anticipation, on peut parler de précéder la perception ou l'action, on peut parler d'a priori, on voit le mot prior ici, comme ce que nous proposait Kant au XVIIIe siècle avec les a priori de la perception. On peut parler d'antécédent, de préparation, par exemple de préparation de l'action, de prédiction, on peut parler de ce qui est prédit. Alors prenons un exemple. Je pourrais par exemple me servir un verre de jus d'orange et me dire, je prédis que cela aura un goût d'orange. Si je le bois et que ça a un goût d'orange, eh bien je vais me dire, c'est bien ce qui avait été prédit, je ne vais même pas m'en rendre compte. Mais si je le bois et que ça a un goût de lait parce que je me suis trompé, parce que c'est un verre de lait et que j'ai cru que c'était un verre de jus d'orange, là je vais me rendre compte que j'avais bien prédit qu'il s'agirait d'un goût d'orange. J'ai prédit cela, je me suis trompé, je vais avoir une forte surprise au moment où je vais boire ce lait. De la même manière, si je lance un mouvement de saisie d'un objet, j'ai bien l'idée que je vais saisir l'objet, et si mon mouvement est lancé comme ça et qu'au moment de la saisie, eh bien donc je n'ai pas saisi l'objet, au final, voilà, je crois que j'ai fait vraiment expérience du phénomène, eh bien je vais me rendre compte que j'ai peut-être fait une erreur de prédiction. Mon prior était peut-être un peu erroné. Alors, ce qu'on vient de montrer avec cette idée de prior nous montre qu'il va y avoir deux types de rencontres possibles entre le modèle interne et les données sensorielles. Soit ça correspond, et dans ce cas-là, ça va renforcer mon modèle interne. Par exemple, en effet, il suffit bien d'attraper le verre de cette façon pour le tenir. Deuxième exemple, voilà, c'est un stabilo vert. Il est logique que la pointe soit verte. Bon, voilà, c'est bien à ça que je m'attends. Et ça va renforcer mon modèle interne de les stabilos verts ont pointe verte. Et jusqu'ici, on se dit, c'est bien Cyril, mais ça nous apprend pas grand-chose. Ça nous montre quand même que le cerveau a une capacité à s'organiser et à s'adapter à l'environnement. Mais il peut y avoir un autre phénomène. Il peut y avoir une rencontre entre ce qui est prédit et les données sensorielles, où ça ne se rencontre pas. Ce qui est prédit n'a pas lieu. Et c'est ce qui pourrait se passer, par exemple, et je vais essayer de vous en faire expérience, c'est ce qui pourrait se passer, si j'y arrive, dans ce type de situation. Où là, juste avant que ça ait lieu, notre cerveau dit « Ah non, ça je ne l'avais pas prédit ». En effet, notre cerveau a un modèle interne de stabilo vert, dont les pointes sont vertes. Et il dit « ça, c'était pas prévu ». Maintenant, on pourrait se dire, si la pointe est orange, comment est le petit tube? Est-ce qu'il est orange comme la pointe? Est-ce qu'il est vert? Et là, on ne savait pas. Donc voilà, notre modèle interne de cet objet étrange essaye de se mettre à jour. Pourquoi? Parce qu'au moment où il y a cette rencontre entre nos priors et des données sensibles qui contredisent nos priors, nos processus cognitifs font la détection d'une erreur de prédiction. Et ça, c'est une notion qui va devenir extrêmement importante pour pouvoir faire une expérience plus fine et plus claire de notre vie humaine au quotidien et pour mieux comprendre les processus suggestifs et hypnotiques. On va défendre cet argument au fur et à mesure de ce module de conférence. En effet, notre modèle interne va dire ici, il y a quelque chose qui n'avait pas été prédit. Et il va y avoir une correction du modèle interne. Et maintenant, votre modèle interne a adhéré à l'idée que sous ce capuchon noir, il y avait bien une pointe orange. Alors si on était magicien, et puis on pourrait tricher avec le montage de cette vidéo, on pourrait se dire, oui, mais du coup, maintenant, j'ai deux modèles internes. Une pointe verte, une pointe orange. Mais si on reprend celui qui a été trafiqué, et ça se voit un peu, eh bien notre modèle interne s'est bien corrigé et a bien intégré que ce crayon a une pointe orange. Ici, on voit une capacité de notre cerveau à apprendre, on voit une capacité de notre cerveau à mettre à jour son modèle interne. Peut-être que je viens de faire une mise à jour de la façon de refermer un capuchon. En résumé,
qu'est-ce qu'on vient de voir avec ces fameux processus prédictifs? Déjà, on voit des capacités de notre cerveau. Il a une capacité à supposer, il a une capacité à interpréter, il a une capacité à organiser ce qui est capté par nos capteurs sensoriels. Et il a une capacité à s'adapter à l'environnement avec tout un ensemble de représentations internes du monde. On voit qu'il a une capacité à apprendre, et ça va être très important pour les pratiques hypnotiques. Et on voit qu'il a une capacité à actualiser, à modifier sa propre représentation du monde externe, au niveau des perceptions, au niveau de l'action, et à d'autres niveaux que nous décrirons plus tard. Si on doit retenir les grands points clés, soit nos priors et nos données sensorielles fonctionnent, matchent, correspondent, et dans ce cas-là, nos modèles internes se renforcent, soit nos modèles internes et les données sensorielles montrent qu'il y a une erreur de prédiction et nos modèles internes vont se corriger. Mais prenons un exemple de la vie quotidienne. Imaginons qu'avec mon collègue Clément, que vous connaissez, imaginons que tous les matins, je sois habitué à voir Clément avec son grand sourire et que j'ai dans mon modèle interne « Ah, ce bon vieux Clément est vraiment très souriant les matins ». Et plus je le vois les matins, et plus mon modèle interne et les données sensorielles correspondent, et ça renforce mon modèle interne. Clément est un chic type bien souriant, n'est-ce pas Clément? Mais imaginons qu'un matin, j'entre et que Clément soit extrêmement pas content. Je ne sais pas si je fais bien le bonhomme pas content. Imaginons un matin que j'arrive, alors là il est vraiment pas content ce matin-là, et mon modèle interne va faire face à une erreur de prédiction. Ça n'avait pas été prédit. Il y avait la prédiction qu'il serait souriant à chaque fois. Mes processus cognitifs vont dire il y a eu une erreur de prédiction et ça va corriger mon modèle interne. Bien sûr, si à partir de ce matin-là, il est très mécontent tous les matins, cet exemple est de pire en pire, mais bon. Si à partir de ce matin-là, il est très très mécontent tous les matins, mon modèle interne va se corriger et va dire maintenant je prédis que demain il sera certainement mécontent. Et voilà comment on se crée des idées à partir des gens en entretenant ou en modifiant des modèles internes. Et nous avons tous, je pense, ce genre de situation dans notre expérience personnelle d'avoir été surpris par certains comportements en disant « je ne m'attendais pas à ça de ta part ». Ici, on comprend mieux le sens du mot « attente ». Alors on pourrait se demander qu'est-ce que tout ça a à voir avec les pratiques hypnotiques? Qu'est-ce que tout ça a à voir avec l'expérience de l'hypnose? Et c'est bien sûr le point clé dans lequel nous essayons d'entrer progressivement. Ici, à l'Arche, dans nos cours d'hypnologie, cours sur le fonctionnement de l'hypnose et de ce qui gravite autour de l'hypnose, dans les dernières années, nous avons montré que dans la pratique de l'hypnose, il y a un objet important qui s'appelle suggestion. Et que la suggestion, ça configure des attentes. Et que la configuration de ces attentes, ça participe à produire des expériences, des comportements, des interprétations. C'est ce qu'on avait montré par exemple dans notre cours sur les états modifiés de conscience. On avait montré ce schéma où l'hypnotisme, pratique de l'hypnose, configure des représentations dans lesquelles il y a les attentes qui font des mécanismes d'anticipation. Dans notre cours sur les approches scientifiques de l'hypnose, nous avions montré les théories récentes qui montrent par exemple des attentes de réponses comportementales, mais aussi des attentes de stimuli. Et nous avions bien dit que dans la rencontre hypnotisé-hypnotiseur, il y a un double jeu d'attentes, attente de l'hypnotisé par rapport à l'expérience, attente de l'hypnotiseur par rapport à l'expérience. Mais qu'appelle-t-on des attentes? Et nous avons laissé ce terme un peu de côté. Eh bien, le terme attente, utilisé dans l'hypnose scientifique et que nous utilisons aussi sur l'hypnose de terrain, le terme attente, du point de vue des processus prédictifs, comporte deux définitions qui se complètent, qui fonctionnent ensemble. D'un côté, il y a attente comme un mouvement temporel, ce que nous anticipons, ce que nous prédisons. Le fait que je prédis que ceci aura une pointe verte. Bingo. Ici, il s'agit des attentes au sens des priors, mais il y a aussi des attentes au sens de ce que nous présupposons, au sens de ce que nous déduisons. Et ici, c'est un sens causal qui est plutôt lié à nos abstractions, à nos concepts. Et vous voyez dans l'objet qu'on appelle attente, manipulation des attentes, configuration des attentes, reprogrammation, pourquoi pas des attentes, il y a bien ces deux sens. Les priors, un mouvement temporel de prédiction, les inférences, un mouvement
causales, de présuppositions qui vont travailler ensemble pour tout ce qu'on appelle populairement les croyances, les perceptions, les illusions de perception, le calcul des mouvements, les schémas mentaux, les présuppositions, les représentations, etc., etc. Deux acceptions complémentaires qui fonctionnent ensemble de ce qu'on pourrait appeler des attentes. Alors pourquoi nous intéresser au processus prédictif pour mieux comprendre l'hypnose et les moyens par lesquels l'hypnose génère et favorise des changements cognitifs et comportementaux? Pour répondre à cette question, regardons déjà où en sont les recherches en sciences cognitives sur ces fameux processus prédictifs. Les processus prédictifs, historiquement, ont d'abord été étudiés à propos de la perception humaine, puis de l'action humaine. Actuellement, certains chercheurs les étudient dans leur rapport aux émotions humaines. Et aussi, certains chercheurs étudient le rôle du langage dans les processus prédictifs. Mais il y a d'autres domaines de recherche que nous pourrions imaginer, des domaines d'application potentielle. Par exemple, il y a bien quelque chose de nature anticipative dans les connaissances sur la motivation, les buts motivationnels. Il y a sans doute une intrication entre l'imagination et le pilotage des processus prédictifs. Et cela pourrait expliquer l'importance des approches dites en imagination futurisée, en futurisation. Il pourrait tout à fait y avoir une implication des processus prédictifs et du modèle interne dans la psychotraumatologie, une discipline qui nous parle souvent de, par exemple, écraser les signatures traumatiques. C'est des langages qu'on peut retrouver par exemple dans la pratique de l'EMDR. Il pourrait y avoir des implications sur le contrôle phénoménologique. On appelle contrôle phénoménologique, c'est le fait de pouvoir accéder et charger à l'intérieur de notre cognition des qualités, des compétences, des émotions, des façons d'être, etc. Si on résume, nous, ce qui va vraiment nous intéresser ici en hypnologie, c'est l'intrication des processus prédictifs avec l'hypnotisme, l'hypnose et la suggestion. Et quand on regarde ces modèles de près, on voit qu'une grande partie de nos recherches ici au Centre de recherche de l'Arche, une grande partie de nos recherches sur l'hypnose et ce qui gravite autour de l'hypnose convergent vers les processus prédictifs. En effet, dans les précédentes années, nous n'avons pas arrêté de parler de mécanismes prédictifs. Par exemple, dès 2016, nous parlions d'interaction entre l'expérience subjective et les objets sensibles dans notre cours sur les surfaces projectives. En 2016, en explorant les psychologies non occidentales, on avait présenté la psychologie du bouddhisme Mahayana, bouddhisme dit du grand véhicule, bouddhisme dans lequel la psychologie montre aussi qu'il y a des répertoires internes dans une conscience de base qui créent des phénomènes mentaux qui se projettent sur notre expérience du monde. En 2017, quand nous avons présenté nos travaux sur l'imagination et l'agentivité, nous sommes revenus sur les points de vue de Kant, le schématisme descendant, des concepts jusqu'au percept, le schématisme ascendant, des percepts jusqu'au concept, et nous y avions proposé un rôle éventuel de l'imagination et de l'imaginal. Et puis quand nous avons commencé à nous rapprocher de l'hypnose en explorant l'épistémologie constructiviste, nous avions montré qu'il y a dans notre subjectivité des structures et des mécanismes d'interprétation de l'expérience. En nous rapprochant encore un peu plus de l'hypnose, en explorant la suggestion et la suggestibilité, nous avons parlé d'amorçage, un mécanisme de préparation de ce qui va avoir lieu, à minima par le langage, et nous avions parlé d'implémenter des mécanismes par lesquels nous interprétons les perceptions. Je l'ai entouré en bas, amorçage qui change la façon d'interpréter les futures informations. Nous avions conclu ce module de cours par un schéma sur lequel vous pouvez revenir si vous le souhaitez, qui nous montrait que ces fameuses structures de représentation qui sont amorçables sont en lien avec nos conditionnements et sont en lien avec la façon dont nous interprétons ce qui nous arrive. Quand nous avons exploré les valeurs, les buts motivationnels, nous avons montré que les valeurs ont une fonction d'orientation des perceptions, d'orientation des actions, et que ces buts motivationnels pilotent la façon dont nous sélectionnons des informations. Nous avons montré aussi, je le disais tout à l'heure, que les approches scientifiques de l'hypnose moderne nous montrent l'implication des attentes dans les phénomènes hypnotiques.
Et même quand on a exploré les mythes et les rituels, tout ce grand champ de recherche sur les légendes, sur les folklores, sur les ritualisations, eh bien, au cœur du modèle, nous avions vu que la suggestion active des structures de représentation et que cela est en lien avec des processus de régulation. Plus récemment, quand nous avons exploré les états modifiés de conscience, nous avons proposé la façon dont l'hypnotisme configure des attentes et qui crée des mécanismes d'anticipation. Et puis, dans le tout dernier module que nous avions donné ici, nous avions décomposé la volonté comme un ensemble de modules qui la composent. Et dans ces modules, nous avions vu qu'il y avait des mécanismes de planification et des mécanismes d'interprétation de l'action. Et Clément, vous avez même montré qu'au niveau cérébral, on voit que quand on s'attend à une récompense dans le futur, alors il y a déjà des décharges de dopamine. Le cerveau anticipe la récompense en nous envoyant des signaux de récompense. Donc, une petite vue d'ensemble de presque 10 modules de cours dans lesquels nous avons tourné autour de cette question qu'aujourd'hui nous formalisons via les sciences cognitives et leurs propos sur les processus cognitifs. Alors, quel est l'intérêt de connecter sciences de l'hypnotique et processus prédictifs ? Ce que nous montrent les sciences cognitives, c'est un excellent cadre de référence, un excellent cadre conceptuel pour beaucoup mieux comprendre ce qui se passe dans les pratiques hypnotiques et comment ces pratiques génèrent des changements cognitifs et comportementaux. Et cette interaction, cette façon d'expliquer l'hypnose par les processus prédictifs, c'est ce que nous développerons dans les prochaines conférences de ce module de cours. En effet, dans les dernières années, nous avons pris le temps de bien décrire comment fonctionne l'hypnose, comment s'articule cette pratique qui s'appelle hypnose et comment se génèrent ces expériences qu'on appelle hypnose. À présent, nous allons prendre le temps de décrire les mécanismes par lesquels l'hypnose produit des changements, ce qu'on appelle les changements cognitifs et comportementaux. Alors pour ce faire, dans ce cours, nous avons montré un cerveau qui a une capacité prédictive, des mécanismes d'anticipation, des mécanismes d'inférence. Dans la prochaine conférence, nous montrerons comment le modèle interne agit sur notre perception, sur notre action, sur nos émotions et sur d'autres choses. Dans la troisième conférence, nous verrons comment ce que nous percevons par nos capteurs sensoriels agit sur nos modèles internes, permet de modifier nos modèles internes. Nous ferons la synthèse de toutes ces informations dans la quatrième de ces conférences. Et enfin, dans la cinquième, nous ouvrirons une réflexion générale sur l'hypnose, son cadre épistémologique constructiviste et les processus prédictifs comme un cadre d'explication des effets de l'hypnose. Et tout ça, ça a pour but de mieux comprendre l'humain, de mieux comprendre ce que nous sommes. Et pour l'illustrer et pour terminer cette présentation, je voudrais donner une citation de Andy Clark, professeur de philosophie à l'Université d'Édimbourg, qui a énormément travaillé sur les processus prédictifs. Et Andy Clark nous propose l'idée suivante. Nous avons une conception de notre vie mentale qui est quotidienne, populaire, qui est sous-tendue par notre culture. Et dans cette conception de notre vie mentale, nous distinguons, on aurait pu dire nous cloisonnons, nous distinguons perception, pensée, émotion, raisonnement. Et tout cela peuple nos esprits avec des constructions comme les souvenirs, les croyances, les espoirs, les peurs, les attentes. Et Andy Clark propose que faire le pont entre cette vision populaire, c'est ce que nous expérimentons au quotidien, faire le pont entre cette vision populaire et la vision scientifique émergente, celle que nous avons présentée aujourd'hui. Faire ce pont, c'est crucial si nous voulons déployer de nouvelles compréhensions pour améliorer nos relations sociales, pour améliorer nos systèmes d'éducation, pour augmenter le bonheur des êtres humains ou pour éclairer quelques réponses à nos problèmes sociaux. Alors, pour participer à ce mouvement de meilleure compréhension de l'humain, cet automne, dans ce cycle de conférences, nous montrerons en quoi les processus prédictifs sont un bon cadre pour comprendre l'hypnose, la suggestion, l'hypnotisme. À l'hiver prochain, nous montrerons l'interaction de tout cela avec ce qu'on appelle les émotions. Et au printemps prochain, nous montrerons l'action de tout cela avec ce qu'on appelle généralement les croyances. Donc, ceci est-il un visage ? Et je vous remercie pour votre attention.